Et salut à tous, c'est Axel. J'ai reçu il y a quelques jours le View 20 de chez Honor en test. J'ai utilisé le View 10 pendant quelques mois en tant que smartphone du quotidien, et ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, en attendant de pouvoir vous proposer un test qui arrivera d'ailleurs quand il arrivera. Je sais qu'il y a déjà pas mal de monde qui a publié, pas mal de médias qui ont balancé leurs tests. Moi je vais l'utiliser au quotidien, et quand je me sentirai à l'aise pour vous donner un avis, je le ferai. Donc ce sera peut-être dans quelques semaines, je ne sais pas encore, ou peut-être plus rapidement, vous verrez. En tous les cas, aujourd'hui, je voulais vous parler rapidement des différences qu'on peut avoir entre ces deux produits. D'un point de vue spec, dans un premier temps, on va parler design également. On va parler peut-être rapidement fonctionnalité, mais ça, vous le verrez, ce sera plus dans le test du View 20, c'est là que ce sera plus intéressant. Et puis 2-3 petits aspects en plus. Ce ne sera pas un comparatif à l'ancienne, super technique, etc. Parce que je ne suis pas encore rentré dans la phase de test. Ça vous permettra de découvrir à la fois ce produit, si vous ne l'avez pas encore découvert, et au passage, savoir un petit peu qu'est-ce qu'il apporte de neuf par rapport au View 10. On va commencer par les specs, et quand je parle de specs, là ce que je vais faire, c'est juste citer les éléments qui sont différents de l'un à l'autre. Les specs des deux produits, vous pouvez les choper n'importe où en ligne, donc c'est pas vraiment mon rôle de vous faire un petit tableau comme ça. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de voir quelles sont les différences. Premier point, c'est tout ce qui est dimension et poids. Le View 10, il faisait 75, enfin il fait 75 mm de large, celui-ci fait 75,4, il est un poil plus large. Ça se ressent pas forcément trop, mais je parlerai de l'ergonomie un petit peu plus tard. Celui-ci fait 7 mm d'épaisseur, lui fait 8,1. Et pareil, ça reste un résultat acceptable. À une époque, on avait des smartphones vraiment beaucoup plus épais. Ça se ressent pas trop. 172 grammes, 180, pareil, une petite montée en poids. C'est pas rien, mais ça reste de produits de toute façon relativement lourds, quoi qu'il advienne. Donc voilà. Au niveau de l'écran, on a un écran ici de 5,99 pouces, donc on va dire 6 pouces, en 1080 par 2160 avec un ratio 18 neuvième. Ici, c'est un peu différent, c'est un 6,4 en 1080 par 2310. Et c'est un peu atypique. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez, alors ils ont un petit nom qui donne, que je n'ai d'ailleurs pas noté, parce qu'on s'en fout, c'est un peu du market. Mais concrètement, c'est un écran réel borderless, avec toute cette tendance qui consiste à occuper la grande majorité de l'espace. Et en fait, ici, vous voyez, il y a vraiment tout l'espace dans le design qui est occupé par l'écran. Ce qui explique cette définition un petit peu atypique, mais ça, vous devez avoir un petit peu l'habitude quand même. Au niveau d'Android, celui-ci est sorti sur Oreo et ensuite il est passé sous Pie, Emotion UI 8. Et ici, il est arrivé directement sous Pie, c'est logique aussi. Et ils sont passés sous une interface qui s'appelle Magic UI 2. Si je ne dis pas de bêtises, c'est lié au produit de chez Huawei qui s'appelle le Magic, qu'on n'a pas vu en France mais uniquement en Chine. Alors là, je balance des trucs parce que c'est de mémoire, mais je ne suis pas sûr, mais il me semble que c'est ça. Par contre, de ce que j'ai vu pour l'instant, et j'en parlerai un peu plus tard également, Emotion UI et Magic UI, j'ai l'impression que c'est juste une façon de rebrander le truc, parce que dans l'interface en tant que telle, j'ai pas vu de changement majeur. Alors, bon, on verra ça lors du test, mais pour l'instant, ça ne m'a pas marqué. Au niveau du chipset, bon, une petite montée en gamme classique, un Kirin 970 ici, un Kirin 980 là. Mémoire intégrée, c'est là où ça devient peut-être un petit peu plus intéressant. On avait deux options 128 et 64 Go avec 4 et 6 au niveau de la RAM. Là ici on est à 128, 256, 6 et 8 au niveau de la RAM. Là-dessus on pouvait mettre une micro SD. Là-dessus, visiblement non. Et il y a eu des débats sur le fait, parce que je lisais notamment chez Fandroid, ils ont eu une info un peu erronée de la part de Honor qui disait qu'ils pouvaient mettre des extensions de mémoire un peu spécifiques de chez Huawei, Honor, machin. Bon, non, il n'y a rien, apparemment on ne peut pas étendre la mémoire. Et si une info arrive qui dit le contraire, ben ça m'intéresse de le savoir, vous pouvez laisser un petit commentaire. Au niveau de l'APN, là ici on était à 16 plus 20, capacité d'enregistrement vidéo en UHD, une caméra frontale de 13 mégapixels. Ici on est à 48 sur le papier, mais après ça sert à faire d'autres choses, et ça j'en parlerai plutôt lors de mon test. On a la capacité d'enregistrer vidéo en UHD et une caméra frontale de 25 mégapixels. Donc là-dessus, vraiment, on joue avec beaucoup de pixels, mais c'est pas forcément comme d'habitude, hein, je le dis, c'est pas les mégapixels qui font la qualité de la PN, et ça je le dis depuis, je pense, 5-6 ans.
Là, ici, on le voit, c'est des gros chiffres, c'est sympa, mais ce n'est pas ce qui fait la qualité de l'APN et on en parlera plus tard. Au niveau du Bluetooth, c'est peut-être une petite montée en standard qui est intéressante. Là, on est en 4.2 et là, on est en 5. Ça permet pas mal de petites choses qui pourront être intéressantes, notamment pour économiser de l'énergie, pour avoir plusieurs flux en même temps, etc. Ça, je l'ai noté aussi, mais c'est un peu techos, mais au niveau de la capacité de positionnement, ici, on était sur du un peu classique avec GLONASS, etc. Là, en plus, on a Galileo et QZSS. Alors, QZSS, si je ne me trompe pas, c'est le système de satellite japonais. Vous me direz si je me plante. Et Galileo, c'est un système européen. Et ça vous permet aussi, apparemment, d'être mieux localisé en ville. Vous avez des bâtiments, etc. Donc en Europe. Mais pas uniquement. Enfin, ça c'est une question qu'on peut se poser. Dans tous les cas, sur celui-ci, j'ai testé un petit peu aussi. Vous avez plus de compatibilité, on va dire, par rapport à la capacité de détection des satellites, différents types de satellites. Et ça, c'est plutôt pas mal. Scanner d'empreinte digitale, ici, il est à l'avant. Il est juste ici, à la place d'un bouton. Et en fait, il fait aussi office de bouton. Là, ici, ils ont décidé de faire autrement, puisqu'ils ont voulu occuper toute la surface là. Et de fait, il est à l'arrière. Et pour finir, au niveau de la batterie, on est à 3750 mAh ici avec fast charging. Ici, on est à 4000 aussi avec fast charging. Alors commençons par le design. Bon, là en frontal, avec la lumière en plus comme ça, vous voyez que dalle. Mais ce qui va être intéressant de noter, surtout, c'est que on a deux produits qui se ressemblent de toute façon, beaucoup de faces. Hein. On est sur le même genre d'approche. Même si celui-ci se distingue, comme je le disais, par cet écran qui est full machin truc, borderless, qui occupe tout l'espace, etc., etc. Et c'est vrai que c'est sympa et c'est la grande tendance, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Ici, au-dessus de l'écran, donc on avait une zone qui est complètement occupée par les capteurs, sortie audio, etc. Ce qu'il y a au coin là, c'est la protection d'écran qui a commencé à partir en cacahuète, donc vous formalisez pas là-dessus. Et là, bien sûr, le bouton, c'est plutôt derrière le scanner d'empreinte digitale qui fait aussi office de bouton. Vous pouvez faire revenir à l'accueil, faire le multitâche, faire retour directement ici. Ça demandait un coup de main, mais moi je me suis habitué à ça et honnêtement, ça marche plutôt pas mal. Et j'aime bien le fait aussi d'avoir le scanner en frontal pour pouvoir, le smartphone est posé sur une table, vous appuyez avec votre doigt et ça le déverrouille. Vous n'avez pas besoin de le prendre dans la main pour allumer l'écran, vous voyez ce que je veux dire, et pour le déverrouiller. Et je trouvais que c'était assez pratique. Après, c'est juste une question d'habitude peut-être. Sur celui-ci, donc, logiquement, vous avez l'écran qui arrive jusqu'en haut. Il y a juste la sortie audio que vous ne voyez pas, que vous voyez peut-être pas très bien, qui est juste ici. Il doit y avoir quelques capteurs planqués qu'ils ont réussi à insérer. Ça commence technologiquement parlant, c'est assez sympa. Et puis là, l'optique 25 mégapixels qui est coincée en haut à gauche, qui est plutôt une bonne idée. Donc ça évite d'avoir la fameuse encoche au milieu là que tout le monde déteste. Et c'est marrant parce que je parle de ça et j'ai complètement, vous ne m'avez pas vu depuis longtemps et c'est vrai que j'ai loupé toute cette phase où tout le monde a fait la rébellion contre les encoches. Et là, j'arrive un petit peu à la fin de la bataille et c'est pas plus mal parce que c'était pas très intéressant, je trouve, comme bataille. Mais là, en gros, voilà, on a l'optique en haut à gauche, elle n'est pas centrée. Est-ce que c'est gênant ou pas? J'ai pris quelques photos, ça ne m'a pas gêné, donc je dirais, bon, c'est pas si mal comme principe au final. Et puis, en bas, une légère zone noire également, mais très 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 petite. C'est quasiment l'intégralité de l'écran qui est utilisé. Mais attendez, d'ailleurs, je suis un peu... Ouais, en effet, c'est pas l'intégralité de l'écran qui est occupée. Tiens, d'ailleurs, un petit truc assez marrant, c'est que parfois j'ai un bug qui fait que les boutons là sont pas centrés. Je sais pas pourquoi, c'est chelou. Au-dessus, et c'est là que ça devient un peu différent. Sur le View 20, vous avez différents capteurs et vous avez, ça me plaît pas des masses, le jack 3.5 mm qui est sur le haut, qui pour moi est un mauvais emplacement pour le jack. Après, bien sûr, chacun ses préférences, mais je trouve que d'avoir le jack au-dessus et en dessous celui-ci, si vous rechargez tout en écoutant de la musique, en fait, vous avez deux trucs qui sortent de chaque extrémité. C'est un peu con, je trouve. Là, vous avez quelques capteurs également. Sur la droite, on a les mêmes boutons, hein, on-off, verrouiller, déverrouiller et la gestion du volume. Et vous inquiétez pas, on regardera bien l'arrière là, vous allez kiffer.
Les deux tiroirs, enfin là de part et autre, avec capacité de faire c'est de la nano SIM, vous avez du dual SIM. Et sur le U20, c'est dual SIM, et apparemment, on ne peut pas étendre la mémoire. Et sur le U10, on pouvait étendre la mémoire. D'ailleurs, intéressant, mais vous voyez les petits points là qu'il y a sur mon U10? C'est en fait des petits éclats dans l'alu, dans la peinture. Alors désolé, vous ne voyez pas très bien là. Et je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais une protection et apparemment, ça n'a pas suffi. C'est con. En dessous, on se retrouve avec le haut-parleur juste là, le USB type C, et puis bien sûr, sur le 10, on a le jack en dessous. Comme je disais, je trouvais que c'était un peu mieux, mais bon, ça c'est aussi une question de préférence. Vous le voyez là, on a la même approche design en frontal avec finalement ces chanfreins sur de l'alu, etc. Donc c'est le même délire. Bon là en plus j'ai deux couleurs différentes, donc c'est assez flagrant qui ne sont pas pareilles. Mais voilà, on se retrouve quand même avec quelque chose de très semblable. Alors maintenant, là où ça devient plus intéressant, et on va dézoomer un tout petit coup, c'est pour cette fameuse coque arrière. Il y a une tendance forte, j'ai cru remarquer sur les smartphones aujourd'hui, Android en tout cas, qui est de revenir sur du côté un peu bling bling, les effets de lumière, les couleurs un peu ouf. Et à une époque, c'était réputé pour être de mauvais goût, et maintenant j'ai l'impression que tout le monde apprécie ça. Alors, je ne veux pas faire mon vieux con, parce que moi je trouve que c'est assez chouette finalement. Mais voilà, vous avez, comme vous le voyez, une approche un peu différente avec un effet de lumière. Alors là, comme ça, vous ne le voyez pas bien, mais là, voilà, comme ça. En fait, ça fait une sorte de V. Avec le logo d'ailleurs Honor qui a changé. Alors, je ne sais pas si c'est juste sur ce produit qu'ils l'ont mis comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout si ils ont changé de logo, parce que le logo, normalement, il ressemble à ça. Je ne sais pas si vous le voyez là. Enfin bon, voilà, c'est un style particulier. On aime ou on n'aime pas. Il y a plusieurs coloris sur ce produit. Là, c'est dans une des variantes de bleu. Il y a une deuxième variante de bleu. Et il y a aussi un rouge qui, à mon avis, est assez chouette comme ça. Il y a un noir qui, donc, est plus discret. Enfin bon, je pense que les couleurs sont assez bien choisies. Et là, c'est le bleu un petit peu plus flashy qu'ils ont décidé d'envoyer à la presse, aux influenceurs, etc. Et bon, comme vous le voyez bien, on a l'optique principale, une seconde optique, le flash. Il y a écrit AI Vision. Alors, je vais être tout à fait honnête. Je suis arrivé en retard à la conférence de presse. J'ai pas regardé le communiqué de presse. Là, je vous fais un comparo vraiment brut. Et après, quand on regardera je ferai le test, je potasserai bien le truc et je vous parlerai de qu'est-ce que c'est que tout ce bordel. Là, dans l'immédiat, on se concentre vraiment sur les différences majeures. Après, voilà, il y a une nouvelle approche au niveau photo. Mais sur le principe, on reste avec les deux optiques, le flash et ce genre de choses. Bien sûr, il y a des changements majeurs, notamment au niveau... on a beaucoup plus de mégapixels ici qui permettent plus de choses, mais c'est pas le même capteur. Et c'est un nouveau capteur chez Sony. C'est le deuxième smartphone ou premier smartphone à en être équipé. Je crois que c'est le premier, si je dis pas de conneries. Et tout ça, on regardera lors du test. Le scanner d'empreinte digitale à l'arrière, donc un peu plus classique finalement. C'est un truc qu'on a eu l'habitude de voir. Et puis juste à titre de première indication, voilà, moi j'ai pas des mains de Golgoth non plus, mais j'ai pas des petites mains non plus, voilà, et j'ai l'index qui peut tomber dessus relativement facilement. Moi, quand j'ai les deux smartphones en main, sincèrement, on ressent pas trop la différence. Et il y a un autre point, donc pour continuer sur le design à l'arrière, c'est que là c'est un curvé, ça apparemment c'est en verre. Alors quand on tape dessus, on a l'impression que c'est du plastoc, mais apparemment c'est en verre parce que c'est pour pouvoir faire ce magnifique effet. Et c'est incurvé. Là, ici, voilà, vous voyez, voilà, vous voyez bien la courbe avec la lumière. Ça fait que, généralement, quand vous le tenez, il tient mieux en main qu'un alu mat comme ça, même si ici, les bordures étaient plus droites. C'est un autre feeling. Et de toute façon, ils reviendront sûrement à un autre truc après. C'est juste histoire de marquer aussi le changement de génération. Mais c'est quand même pas la même approche du tout. Là, c'était vraiment plus sobre. Même si aussi, là, j'ai une couleur qui est un petit peu, qui renforce encore plus ça. Donc voilà, c'est à peu près tout par rapport à ça. Plutôt agréable à prendre en main, mais ça, on reviendra plus en profondeur sur l'ergonomie, etc. lors du test. Concernant la partie logicielle, alors, je ne vais pas m'étendre aujourd'hui là-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je ferai un test complet et je passerai dans l'interface. Ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai utilisé l'application Phone Clone.
Ouais, je crois que ça s'appelle comme ça, de chez Honor, chez Huawei, qui permet de cloner son smartphone. Et honnêtement, la bascule de l'un à l'autre, j'avais 25 gigas de données, ça a pris une demi-heure. Donc ça paraît long, mais pour 25 gigas de données, je trouve que c'est quand même vachement bien. Et au final, j'ai un smartphone qui est quasiment à l'identique. Il faut remettre ses comptes utilisateurs sur la plupart des applications, mais franchement, c'est pas mal du tout comme bordel. Après, pour les fonctionnalités, j'ai commencé à me promener dans les interfaces. Et j'ai pas envie de spoiler du coup le test que je vais vous faire, mais moi j'avais commencé vraiment à me promener et j'ai pas vu de différence flagrante. Et je vais continuer à creuser, je vais me documenter davantage. Je pense que là où ça se passe aussi, c'est au niveau de tout ce qui est photo, vidéo. Il y a des nouvelles choses, mais tout ce qui est AI, eh ben, on l'avait déjà ici. Euh, voilà, il va falloir que je creuse, que je trouve des petits trucs en plus, mais sinon, on se retrouve quand même avec les mêmes interfaces, visuellement en tout cas, et d'un point de vue fonctionnel encore plus. Enfin, d'un point de vue fonctionnel, oui, également, sur les deux produits. Il y a un truc quand même à noter, bien entendu, c'est que comme vous n'avez pas le même système pour les boutons, et vous avez vu, là, c'est toujours décalé sur la gauche, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Et ça ne veut pas revenir à la normale, mais bon. D'ailleurs, j'ai vu quelques petits bugs hein, par rapport à lui, vu que je passe de l'un à l'autre. J'essaie de faire la même chose que je faisais là-dessus sur celui-ci, et parfois ça ne fonctionne pas. Enfin bref. Mais c'est que tout ce qui est interaction ici, soit vous avez des boutons comme ça, tactiles directement dans l'écran, qui prennent un petit peu de place, soit vous les dégagez et vous avez des gestes à faire sur l'écran. Je ne sais pas si ça peut bien marcher, je pourrais peut-être essayer d'ailleurs. Là ici, vous pouvez soit intégrer des boutons tactiles, ce que je n'ai pas fait puisqu'il y a une zone occupée par le bouton, je me disais bah, tant qu'à faire autant l'utiliser. Et après, il y a des interactions que vous pouvez avoir. Là voilà, je reviens en arrière en appuyant une fois dessus, etc. Ce genre de choses. Ça, c'est une des différentes interactions qui se voit directement au niveau de la surcouche, etc. Après, franchement, on retrouve les mêmes trucs. Alors moi, j'ai plein d'apps que j'ai installées moi-même et je vous expliquerai un petit peu ce qui vous préinstalle, etc. là-dedans. Mais sinon, on retrouve vraiment dans le fond les mêmes fonctionnalités. Tiens, sinon, côté performance, parce que je sais que ça peut intéresser des gens, c'est un truc que bon, j'aime pas trop faire parce que je trouve que ça n'a pas trop de sens, mais au moins vous avez les chiffres, ça peut vous intéresser éventuellement, comme ça, voilà, à titre de comparaison, perf brut. Sur Antutu, le nouveau Kirin sur le View 20, voilà, il performe bien sûr mieux. Ce serait bizarre que ce soit l'inverse. Donc avec un score quand même vachement plus conséquent. Et si on s'amuse à regarder par exemple le détail, on voit que vraiment il dépasse la majorité des utilisateurs, enfin la moyenne des utilisateurs sur tous les points, alors que celui-ci, forcément, maintenant qu'il est sorti depuis quelques temps, bah, beaucoup moins. Bon. Ce que je dis, ça ne veut rien dire parce qu'au final, c'est logique. Après, moi, ce qui m'intéressait, c'est de tester un petit peu dans l'interface. Et quand je manipule le produit, je veux dire, c'est pas étonnant, mais très franchement, alors je peux vous montrer deux trois trucs, mais bon là, voilà, j'ai pas appuyé pile en même temps en plus, mais il n'y a rien qui change en termes vraiment d'utilisation. Vous allez peut-être le voir si vous êtes un gros gamer et je ferai des tests de jeux là-dessus, mais il y a assez peu de chances que ça se ressente. Mais très franchement, mon View 10, globalement, moi j'utilise depuis un certain temps, comme je vous le disais. Et j'ai rien à lui reprocher en termes de performance. J'ai jamais eu de problème. Ah oui, c'est vrai que j'ai coupé Internet pour faire cette petite vidéo. Voilà, je sais pas, faudrait lancer des apps plus lourdes, mais dans un premier temps, voilà, ça, je vais pas me focaliser là-dessus. On regardera un peu plus s'il y a des petites faiblesses sur ce produit lors de son test. Et au niveau du haut-parleur, tiens, parce que je voulais en parler aussi, parce que c'est un des points qu'on peut comparer. Je ne vais pas vous jouer de la musique là, parce qu'il y a des problèmes de copyright, vous connaissez le délire. Mais j'ai écouté vraiment les deux, j'ai passé un peu de temps là-dessus, et très franchement, c'est kiff-kiff. Et ça m'étonne pas, parce que visuellement, le truc ressemble exactement, l'un et l'autre se ressemblent exactement. En tout cas, en termes de design et de sortie, il est positionné de la même façon et moi j'ai un peu tendance à penser que c'est le même composant. Si ce n'est pas exactement le même, dans tous les cas à l'oreille, de manière préliminaire, je dirais que c'est exactement la même chose, à peu de choses près. Peut-être que le 20 a une sonorité qui est un tout
petit peu plus puissante, mais ça peut être lié aussi au fait que le design n'est pas exactement le même. Donc là, ça résonne différemment dans le châssis, etc. Enfin bon, voilà. Ce sera à peu près tout pour ce petit comparo. Pour le reste, si vous voulez aller plus loin sur les specs, si vous voulez connaître les prix, comparer les tarots, etc., je vous invite à aller sur Internet. Il paraît qu'il y a pas mal d'informations en ligne. Et ce sera tout. Maintenant, mon test, je vais le préparer tranquillement, je vais prendre des notes au quotidien, je vais l'utiliser au quotidien, je vais prendre des photos, des vidéos, je vais vous montrer plein de choses. Et ça va être sympa. On fera ça dans quelques semaines, je ne sais pas trop quand. Ce sera forcément en retard par rapport aux autres, mais c'est pas dramatique parce que ce sera complet et ce sera intéressant, je pense. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!